Bonjour, nous sommes de retour au Forum Zéro Carbone à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors pendant toute cette journée, on a essayé de dégager des sujets de réflexion sur le climat, d'en discuter, de trouver ensemble des pistes d'action. En un mot, on a essayé de se former sur cette question majeure qu'est la voie vers la neutralité carbone. Et c'est ce dont on va parler tout de suite, comment former les politiques et les citoyens aux enjeux du climat. Alors on voit souvent passer des sondages sur l'importance première que revêt cette question pour les Français et en même temps sur leur sentiment d'impuissance face à ce qu'il se passe et parfois même à leur incompréhension des enjeux. Côté politique aussi, on sait que le sujet du climat doit désormais irriguer la plupart des décisions, sinon toutes d'ailleurs, et que plus personne ne peut l'ignorer, mais on sent aussi une forme de méconnaissance sur certains ordres de grandeur, qui sont d'ailleurs souvent pointés du doigt par des scientifiques ou par des économistes. Alors, comment est-ce qu'on peut y remédier et se mettre tous au niveau? Pour en discuter, j'accueille plusieurs intervenants. Sarah Albi, directrice de l'Académie du Climat, qui est un lieu de sensibilisation et de formation à ces enjeux qui se trouve dans la mairie du 4e arrondissement. Christophe Sommet, directeur du pôle thématique de TF1, qui gère donc notamment la chaîne Ushuaïa TV. Juliette Adey, présidente de Codemos et de The Democratic Republic, une plateforme de démocratie participative. Et en visio, nous avons également Alain Grandjean, qui est associé cofondateur de Carbone 4, un cabinet de conseil aux entreprises qui aide ces entreprises à décarboner leurs activités. Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Juliette Adey. Pourquoi en fait on parle de ça? Pourquoi il faut former les citoyens et les politiques à ces enjeux-là? Merci beaucoup. Pourquoi? D'abord parce que ces enjeux sont récents et donc ils sont contemporains. Et donc c'est à nous, à notre génération, de s'emparer de ces problématiques avec des outils de mesure qui sont efficaces et précis, mais surtout qui sont démocratiques, qui sont à la portée de tous. Parce que ce que nous avons besoin de faire, c'est de rassembler politiques, citoyens, entrepreneurs et médias. On a besoin de rassembler toutes nos forces, de se réunir et de retrouver ce sentiment de puissance qui n'est pas un sentiment irréel, qui est un sentiment très concret. Parce que le monde tel qu'il existe, avec ses difficultés, c'est nous qui l'avons créé. Et le monde tel que nous souhaitons qu'il ait lieu, c'est nous qui allons le créer. Et bien sûr, ensemble. Donc ce qui est important, c'est de retrouver un pouvoir solidaire et déjà de se former à ce principe de solidarité, de coopération, d'entraide. Parce qu'un pouvoir solidaire est un pouvoir solide. C'est la même racine étymologiquement. Et ce n'est pas un hasard. Donc si on veut réussir à fonctionner et à faire des projets, il faut déjà qu'on ait l'impression que ça serve à quelque chose. Et donc notre plateforme qui s'appelle wiwiwi.citizenpower.world, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir déposer des projets et puis construire un réseau autour de votre capacité à justement contribuer aux objectifs climatiques. Comment? Vous rentrez sur la plateforme, donc vous faites wiwiwi.citizenpower.world, vous vous connectez, vous vous enregistrez, et puis vous commencez à jouer, parce qu'en fait, c'est un jeu. Et donc, vous rentrez, vous cherchez, vous allez trouver une grande carte du monde, et vous allez commencer à mettre sur la carte les projets tels que vous les sentez utiles, en écoutant simplement votre besoin de base. C'est ça, la démocratie. C'est d'abord écouter ses besoins. Et on a oublié un peu le sens parce que parfois on s'embrouille dans des rivalités qui n'ont aucun sens et des débats de pouvoir qui sont absurdes. Mais à la base, la démocratie, c'est répondre à nos besoins. Donc là, on retourne à ce principe. On répond à nos besoins fondamentaux d'éducation, de santé, de culture, d'espace vert. Et on y répond sur les critères de la ville de demain. Les critères de la ville de demain, c'est de pouvoir faire les choses à pied. Comme ça, on n'a pas besoin de polluer avec la voiture. Comme ça, on n'a pas besoin de perdre du temps dans les transports. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Si votre projet permet aux gens, effectivement, de fonctionner à pied. Et donc, vous allez avoir un impact carbone, un impact sur les objectifs de développement durable, sur les heures de vie sauvées et l'emploi. On verra effectivement sur les questions des moyens d'action et la question de la démocratie participative et de ce que peut faire le citoyen à son échelle. Peut-être avant, on peut essayer de voir comment déjà comprendre ce qui se passe au niveau du climat. Les médias ont un grand rôle là-dessus. Chez Ushuaïa TV, vous l'avez compris assez vite. Comment ça s'est passé ?
Effectivement, alors on a mené, c'est intéressant, une étude il y a quelques mois de ça avec l'Ipsos. Et cette étude nous a montré que 92% des Français pensent que les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation aux enjeux climatiques. Donc nous, ça nous va bien, parce qu'effectivement, sur Ushuaïa TV, ça fait plus de 17 ans qu'on a créé cette chaîne consacrée à la protection de la planète. Donc on s'inscrit vraiment dans ce rôle de sensibilisation à ces enjeux, de pousser à l'engagement à travers plusieurs aspects. Un aspect émerveillé, c'est-à-dire comprendre que la nature est belle, en prendre connaissance, conscience et donc pousser à la protéger, des choses plus pédagogiques, plus scientifiques, tout ça dans le même objectif, voilà, de faire de la pédagogie. On est plutôt sur une ligne quand même positive, à proposer des solutions, des initiatives. Voilà, ce qui était moins le cas au début de la chaîne en 2005, où on était dans un climat assez anxiogène, on parlait du développement durable, de terminologie un peu barbare. On a fait vraiment assez vite évoluer la chaîne pour que les téléspectateurs ont envie de regarder les contenus. Voilà, et donc on le fait à travers environ 400 heures fraîches de programmes qui arrivent tous les ans sur l'antenne. C'est des documentaires, c'est des magazines, c'est des films. Donc une grosse production de contenu autour de ces enjeux. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de biodiversité. Évidemment, tout ça, c'est très lié. Avec des programmations événementielles. On est le 8 décembre, journée mondiale du climat. Par exemple, ce soir, une soirée thématique consacrée au climat avec, par exemple, un documentaire très sympa qui s'appelle Climat quand notre cerveau fait l'autruche. On va aller voir à travers la psychologie comportementale et les neurosciences comment on est quelque part conditionné intrinsèquement à pas évoluer, à pas bouger, même si on sait tous et toutes que l'urgence elle est là. Et à 21h40, quelque chose qui va nous parler à tous, un documentaire sur Jean Jouzel, voilà, qui est évidemment une de nos icônes climatologues. Voilà, et plusieurs fois dans l'année, à travers l'agenda de la planète, voilà, on accompagne les forêts le 21 mars, Journée internationale des forêts, on a les océans en juin avec les océans, voilà. Voilà, je dirais qu'en fait, les audiences sont là, ça progresse, donc c'est aussi quelque chose qui est positif. On voit que les gens ont de plus en plus envie qu'on leur parle de ces sujets, y compris parmi les plus jeunes. Je sais que ça va vous intéresser. Voilà, et donc c'est quelque part le média sur lequel les gens doivent venir pour s'informer, apprendre, voilà, trouver des clés pour agir. Et également, c'est l'antenne qui reçoit toutes les personnalités qui comptent sur nos thématiques RSE. Et pourquoi vous avez changé d'approche de contenu assez anxiogène vers des contenus un peu plus positifs? Est-ce que c'est pour des questions d'audience ou est-ce que vous vous êtes dit non, c'est pas un moteur d'action de faire trop peur aux gens malgré la situation qui est assez catastrophique? Je dirais que c'est un peu les deux. Peut-être que fondamentalement, au sein de l'équipe, on est plutôt composé de gens plutôt solaires. Donc quelque part, ça nous pousse plutôt à accompagner les programmes aussi sur des choses, voilà, positives, non anxiogènes, pour proposer une vitrine sur le monde, voilà, qui donne envie. C'est fabriquer les nouveaux récits, c'est toutes ces choses-là, et voilà, et on baigne quand même tous dans un climat catastrophique, que ce soit les guerres, tous les enjeux qu'on connaît, dont on se parle là. Voilà, même si, à côté de ça, voilà, je dis, il y a toujours quand même besoin d'avoir des documentaires coup de poing, des choses qui ramènent un certain nombre de vérités. Mais globalement, je pense que vous comme moi, je suis pas sûr qu'on ait envie de voir tous les soirs de la semaine des choses anxiogènes, culpabilisantes, voilà, c'est plutôt antinomique. Donc voilà, un peu les deux. Et justement, Sarah Albi, à l'Académie du climat, c'est un lieu de rencontre qui est quand même positif. Il y a plein d'ateliers, il y a une petite buvette et normalement on peut se rencontrer avec différentes associations. C'est un lieu qui est assez dédié aux jeunes aussi. Pourquoi ça a été mis en place et comment ça se passe concrètement pour informer les gens? Je ne sais pas si vous employeriez plutôt le terme de sensibiliser ou plutôt de former d'ailleurs à l'Académie du climat. Un peu tout ça. L'Académie du climat, c'est un nouveau lieu, hein, on a un peu plus d'1 an. C'est un service public. C'est une ancienne mairie qui a été effectivement transformée en lieu dédié à la transition écologique, en essayant de proposer des choses qui répondent
aux besoins de chacun, des plus éloignés du sujet, et on rentre pour eux par leur sujet de préoccupation ou leur hobby ou leur formation métier. Donc ceux-là, on va plutôt les chercher. On travaille avec des institutions, que ce soit avec des écoles, avec des associations, avec l'ASE parfois, avec un certain nombre d'acteurs avec qui on co-construit des parcours pour faire entrer ces jeunes dans l'enjeu de la transition écologique en fonction de leur centre d'intérêt, encore une fois. Et on est aussi un lieu où là, on va dire pour les publics qui viennent seuls, qui sont au début un peu de leur parcours de sensibilisation, qui se posent des questions ou qui sont à l'inverse, à l'autre bout de l'échiquier, qui sont très engagés, éco-anxieux. On essaye à l'Académie de répondre à chacun et de proposer à chacun une façon de s'engager. Certains vont le faire par la cuisine, la couture. Certains vont le faire en essayant de développer une connaissance scientifique pour pouvoir ensuite la transmettre et mieux comprendre. Certains ont besoin d'appréhender dans le détail ce qui se passe pour pouvoir agir. Certains disent « Ah non, mais moi, c'est bon... j'ai compris, ça brûle, je veux agir, je veux être efficace, comment je peux faire ?» Et donc, à l'Académie du climat, à travers tous les outils, donc on a des médiateurs qui font des ateliers, on a aussi les acteurs de la transition qui viennent construire chez nous des outils. Par exemple, on a accompagné la création de la fresque de la finance pour justement comprendre les mécanismes de la finance et de leur impact. Notamment, en ce moment, le gros sujet, c'est leur impact sur les énergies fossiles pour certaines, notamment sur les banques qui les financent. Donc on essaye de proposer une gamme, on est un lieu public, on est un lieu ouvert, on est un lieu attentif à être en posture d'écoute des besoins de chacun pour pouvoir en fait plutôt être une forme de hub et de pouvoir leur dire il y a eux qui travaillent là-dessus, va les rencontrer, va t'intéresser à ce qu'ils font. C'est un peu l'idée. Et pour vous illustrer un peu tout ça, rien que la journée d'aujourd'hui, ce matin, j'avais 400 lycéens éco-délégués. Là, en ce moment, j'ai 400 collégiens éco-délégués. Ce soir, j'ai des jeunes étudiants qui vont faire un climaton pendant 3 jours pour contribuer au plan climat de la ville de Paris. J'ai également Climate Change qui vient présenter son rapport annuel sur l'impact dans chaque secteur de l'économie des mesures ou des non-mesures sur justement l'impact sur le climat. Donc on est un lieu qui propose toute cette gamme de choses, de l'atelier à la conférence, en passant par la rencontre, avec un lieu, effectivement la buvette, qui est un lieu central parce que qui crée aussi ce cadre de rencontre, et on essaye de répondre au plus grand nombre avec cette diversité d'actions. Et vous, Alain Grandjean, chez Carbone 4, vous touchez un public qui est peut-être un petit peu plus ciblé. On a parlé, enfin vous avez parlé, Sarah Albi, de la finance. Comment vous envisagez votre rôle dans cette nécessité de former les citoyens et les entreprises ? On a un petit problème de son, il me semble, peut-être à régler. Voilà, donc on existe depuis 15 ans, vous m'entendez là ? Oui. Donc on existe, Carbone 4, depuis 15 ans, sur les questions climatiques principalement, avec 2 volets. Le volet aider les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on a une compréhension très simple de ce qui cause le dérèglement climatique, c'est le CO2 et les autres émissions de gaz à effet de serre. Donc notre conviction, c'est d'une part pour bien former les entreprises, les citoyens qui sont dans les entreprises, qui sont des salariés. Il faut relativement vite les mettre en action et en mouvement. Et là, on a de la chance, entre guillemets, même si le sujet est très stressant, on a de la chance parce qu'on a une métrique simple qui est les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, avoir une action en tant que citoyen, c'est faire en sorte de réduire ces émissions de CO2. On a parlé tout à l'heure de se déplacer à pied plutôt qu'en voiture. Ça, c'est une action très concrète. On a développé un outil à destination des salariés citoyens de nos clients, qui s'appelle MyCO2, et qui permet en conférence à plusieurs centaines de faire très rapidement et très sérieusement, très solidement des calculs de sa propre empreinte carbone et d'évaluer aussi très vite
dans quelle mesure une action donnée, manger un peu moins de viande, se déplacer un peu moins, se chauffer un poil moins, réduit ces émissions de CO2. Évidemment, c'est des choses qu'on fait de manière beaucoup plus développée et compliquée pour l'ensemble de nos clients. Les entreprises, c'est un peu plus compliqué qu'un citoyen. Le fait d'engager la personne très vite dans une action, ça a un effet, j'allais dire, anxiolytique. Parce qu'on ne peut quand même pas ne pas savoir que ces enjeux climatiques sont à la fois anxiogènes, comme ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure, et génèrent un sentiment d'impuissance. On est 8 milliards sur la planète, c'est beaucoup, et chacun d'entre nous peut avoir l'impression que ça ne sert à rien de faire ces efforts. Ça sert dès qu'on a compris que 8 milliards fois un petit effort, ça fait beaucoup de choses. Donc notre conviction, pour terminer, c'est qu'il ne faut pas former pour former ou pour faire comprendre si ça ne se débouche pas très très vite sur des actions qui permettent de réduire le problème. Donc le plus important pour vous, c'est de passer de la situation « bon, j'ai compris, ça ne va pas, il faut qu'on agisse » à concrètement, moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que je vais faire quand je me lève demain? C'est ça? C'est ça pour le citoyen, et pour l'entreprise, c'est pareil. Et donc les salariés citoyens qui sont dans l'entreprise ont besoin de savoir que leur entreprise agit. Et justement, Juliette Tadei, vous en avez parlé un petit peu au début, mais pour vous, ça passe vraiment par plus de démocratie participative, par le citoyen qui prend un peu le pouvoir politique en tant qu'individu pour s'investir dans le collectif? Oui, tout à fait. Pour moi, en réalité, peut-être parce que je suis française, donc j'ai grandi dans les valeurs universelles de la France, de la République, et je crois très profondément que la démocratie aujourd'hui souffre, que le climat souffre, et qu'en réalité ce n'est qu'un seul problème. Et de quoi il souffre? Eh bien, d'inertie. Et quelle est la solution? Le mouvement. Donc c'est très facile. Reprendre un mouvement harmonieux, global, un mouvement qui nous permet à tous de danser ensemble en fait. Et cette danse, comment on l'organise? Bien justement au travers de ces réseaux qui nous permettent de nous connecter par la pensée, de penser ensemble, et ensuite de penser y compris des événements à l'Académie du Climat, des événements à Ushuaïa Télé, des événements qui nous permettent de nous fédérer, de travailler ensemble et d'œuvrer ensemble. Pourquoi? Parce que concrètement, le réchauffement climatique, c'est l'action citoyenne qui la cause. Le progrès climatique qui va consister à avoir des actions solidaires, c'est aussi nous qui la causons. Nous sommes totalement responsables de ce qui se passe. Et pour pouvoir être responsable, il faut être mesuré, il faut être conscient de ce pouvoir que nous avons. Parce que le pouvoir, c'est d'abord la responsabilité. Et la liberté, c'est la responsabilité. On ne peut pas être responsable si on n'est pas conscient de nos actes. Or, c'est ça que nous redonnons aux gens, la conscience de leur pouvoir positif sur les choses. Et concrètement, moi, je veux agir pour le climat. Donc, comment je vais faire si jamais je suis une personne comme ça qui n'y connaît pas grand-chose pour utiliser votre plateforme? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur le site? Je fais quoi concrètement pour essayer de développer un projet? Eh bien, je regarde autour de moi. C'est tout simple. Je me recentre et je me dis... Quand est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture, par exemple? Alors, est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour acheter du pain? Ok, j'ai besoin de prendre ma voiture pour acheter du pain. Bon, eh bien, je pourrais par exemple demander à ce qu'une boulangerie soit créée pas loin. Ça ne veut pas dire que vous allez la faire vous-même. Aucune importance. Vous la créez, vous regardez, ah tiens, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont aussi besoin dans ce coin-là d'avoir une boulangerie, parce que je ne suis pas le seul en fait. Et donc, à partir de là, bien, juste ce projet, ça va donner des idées et ça va permettre à un boulanger qui regarde de se dire « Ah, c'est là que je dois mettre ma... » Parce qu'il y a déjà, je ne sais pas, 300, 400, 500, 1000 peut-être personnes qui ont voté pour ce projet qui a effectivement un impact carbone génial et il est vraiment, il permet à plein de gens de ne pas utiliser la voiture, il permet de répondre aux objectifs de développement durable juste par ce fait en fait. Et il permet d'économiser beaucoup de temps à tout le monde et de revitaliser les centres-villes, de recréer cette convivialité qu'on a à la buvette par exemple, ou qu'on a sur certains plateaux Ushuaïa ou même chez vous, et de retrouver cette convivialité qui nous permet d'exister en fait. Et à partir de là, on a un pouvoir local qui est juste, qui est harmonieux et qui est sain, et on n'a besoin de rien d'autre.
Je reviens sur la question du traitement médiatique, parce que c'est un sujet qui est très important aussi. La manière dont, quand on va ouvrir un journal, quand on va regarder le JT, quand on va allumer la télévision, comment vont nous être présentés les différents sujets et leur éventuel impact sur le climat, enfin l'éventuel impact sur le climat de ce qu'on voit, quoi. Ushuaïa TV, effectivement, c'est une chaîne qui est dédiée aux questions plus tournées nature, environnement. Ça fait partie du groupe TF1. On sait que les médias, le climat, pardon, c'est un sujet transversal qui doit irriguer quand même tous les médias, bien sûr les chaînes spécialisées, mais pas que. Comment ça se décline au niveau du groupe TF1 ? Est-ce que ça reste sur Ushuaïa TV ou il y a quand même quelque chose qui se passe au-delà ? Vous avez raison, en fait, le fait que la chaîne Ushuaïa TV existe, c'était nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'était pas suffisant. Donc, depuis de nombreuses années, le groupe TF1 a étendu le traitement de ces sujets-là sur l'ensemble de ses antennes. Pas plus tard qu'à quelques semaines de ça, Thierry Tuilier, le patron de l'info, présentait la feuille climat pour les journaux du JT de TF1 et également pour LCI, la mise en place d'un comité d'experts, etc. Il y avait déjà beaucoup de sujets sur l'environnement, l'écologie qui étaient dans les JT, ça va se renforcer. C'est également la création d'une case sur TF1 le samedi matin depuis janvier 2021 qui s'appelle Génération Ushuaïa, qui accueille le meilleur des productions de la chaîne Ushuaïa TV pour avoir une cible complémentaire d'un public peut-être un peu plus captif sur l'antenne thématique. C'est aussi des programmations spéciales dans les cases jeunesse, T'es fou, pendant la semaine du développement durable par exemple. C'est dans Ici tout commence, notre feuilleton quotidien de l'écologie clandestine, avec le traitement de l'alimentation de proximité, les circuits courts. C'est aussi sur TMC, on a en 2022 consacré un week-end entier lors de la journée mondiale de la biodiversité à ces thématiques-là. Donc vous avez raison, c'est quelque chose qui doit nourrir, diffuser partout. Et alors, le traitement, il peut être de manière affirmée, présenté autour de ces thématiques-là, ou alors, ce que je disais, c'est peut-être le plus intelligent pour toucher le plus grand nombre, de faire ce qu'on aime bien appeler, nous, de l'écologie clandestine. Voilà, pour essayer de travailler sur la construction de nouveaux récits, où finalement on ne fait pas des choses qui parlent d'environnement, mais l'environnement est diffus et quelque part ça devient quelque chose de naturel, de normal, voilà, comme d'autres sujets d'inclusion, de diversité, de mixité. C'est tout ça qu'on aborde. D'ailleurs, en interne dans le groupe, l'ensemble des collaborateurs ont été ou sont en train d'être formés aussi à la fresque du climat. Et ça, c'est évidemment important parce qu'il y a nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, mais il y a aussi les gens de programme qui font ces contenus-là, et donc on doit tous être dans le même bateau, dans le même combat, et on doit tous être formés, et voilà, quelque chose qui doit être quasiment maintenant de nature naturelle. Et Sarah Albi, pour les personnes qui viennent à l'Académie du climat, donc vous l'avez dit, il y a un peu de tous les profils, mais il y a quand même beaucoup d'initiés. Est-ce que les retours que vous avez, c'est que ces personnes-là considèrent qu'on n'en parle pas assez et que finalement ces lieux comme l'Académie du climat, c'est un peu un refuge où on peut enfin s'exprimer là-dessus, ou ils trouvent quand même que ça va dans le bon sens et qu'il y a de plus en plus de lieux où on discute de ces questions et on donne des moyens d'agir? Ça va dans... En fait, c'est l'humain. C'est le climat, c'est de l'humain. Ces sujets-là, il y a autant d'avis que de personnes. Moi, je récupère beaucoup de jeunes éco-anxieux. C'est la maison des jeunes engagés pour le climat. Moi, je co-gère ce lieu avec une quinzaine d'associations de jeunes engagés pour le climat, puisque c'était le projet initial. C'est ce pourquoi Anne Hidalgo a décidé aussi de créer ce lieu. C'était une demande des jeunes après les marches pour le climat. Donc, je vais vous dire que ceux-là, non, ils vont pas très bien. Les plus impliqués, en ce moment, ils vont pas bien. Ils vont pas bien parce que même s'il y a beaucoup de travail qui est fait, et je touche pas le JT de TF1 en particulier, mais même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, le récit général, pour l'instant, on continue dans les journaux télé à faire la pub sur la promo de la compagnie low cost qui propose des voyages en Afrique au mois aux vacances de Noël, en disant regardez, il y a une super promo, etc. Donc ils sont très sensibles à la dissonance générale qu'il y a entre le discours pro-climat et en même temps derrière le sentiment que tout va quand même dans le mauvais sens. Tout ce qu'ils voient autour d'eux va dans le mauvais sens. Après, il y a ceux qui sont très, très positifs, parce qu'effectivement,
on en parle partout, tout le monde s'en saisit, c'est même complètement le bazar, j'ai envie de dire. Et nous, c'est pour ça qu'au bout d'un an, moi, en tant que directrice, je me suis dit, je vais arrêter de construire de l'offre supplémentaire, je vais mettre de la lisibilité dans ce qui existe. Pour ça, je dis, c'est un changement de posture. C'est un service public qui aide les gens à s'orienter vers l'action. Et donc, mon travail, c'est de connaître tous ceux qui font, pour aider au mieux ceux qui veulent s'engager à trouver leur manière de s'engager. C'est d'accueillir autant des entreprises en transition que des jeunes militants qui s'engagent dans des actions coup de poing pour mettre un coup de projecteur en disant « Regardez, la planète brûle ». L'académie, elle doit pouvoir permettre à chacun de trouver sa modalité d'action et d'accompagner ceux qui, alors pas toujours pour de bonnes raisons au démarrage, mais entament leur transition. C'est un peu tout le panel. Et donc, pour répondre à votre question, il y a de tout. Il y a des gens à fond qui avancent tête baissée, et puis il y a ceux qui se réfugient aussi à l'académie, et notamment les jeunes, pour prendre un petit souffle de team building, on va y arriver, parce que quand on en sort, de temps en temps, on est un peu déprimé. Ouais. C'est intéressant, vous parlez de service public, et c'en est un, puisque c'est dans l'ancienne mairie, ça a été lancé dans un cadre aussi politique. Si c'est un service public, pourquoi ça n'existe qu'à Paris? Est-ce qu'il est prévu qu'il y en ait d'autres ailleurs? Est-ce qu'il y a des demandes en ce sens? Alors, oui, beaucoup. Paris, je pense que la maire de Paris est connue pour son engagement sur le sujet depuis longtemps. C'est pas pour rien qu'elle dédie une ancienne mairie. Hein. Quand je dis service public, c'est qu'aujourd'hui, c'est 100% financé par la ville de Paris. Je suis accompagnée par 40 collaborateurs, agents, engagés tous les jours pour ce sujet-là. Et c'est des fonctionnaires de la ville de Paris, et ils en sont fiers d'aller dans les écoles, de former à la fresque tous les gens qui nous le demandent, les agents de la ville. Voilà, on est partout, on est à fond. Paris est la capitale. Paris est, voilà, la maire a encore dit ce matin qu'elle investissait 1,7 milliard dans la transformation, dans les infrastructures, dans la transition écologique. Donc, on met le paquet et on met beaucoup d'argent, et ça coûte en fait énormément d'argent de faire ça. Toutes les villes peuvent pas se le permettre. Par contre, moi, j'accompagne beaucoup de gens qui se posent des questions. J'étais encore hier avec des élus, même d'Île-de-France, pour ceux qui connaissent, de Est Ensemble. Et j'écoute leurs projets, je leur dis mais si vous pouvez faire quelque chose qui ressemble, rassembler ça, enfin, j'accompagne aussi pour dimensionner et entendre ce qui existe. Moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne fais que rassembler ce qui existe pour mettre de la lisibilité, pour mettre de la puissance, pour mettre de la cohérence. Et en fait, tout existe, tout est là, on le voit ici, là, on représente une infime partie de tout ce qui existe. Tout le monde est en train de prendre le chemin. Maintenant, c'est aussi à la puissance publique d'aider à donner de la lisibilité, de la force et de l'engagement de tout le monde pour aller encore plus fort dans ce chemin-là. Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. On va déjà devoir s'arrêter là, malheureusement, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.